Bonjour. Donc, moi je suis enseignant-chercheur à l'UBO, à l'UFR Sciences en mathématiques, et je vais donc vous parler de ce parcours qui s'appelle donc le PGRC, donc vous voyez la signification de l'acronyme. Donc ça concerne les étudiants sur 3 années, mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le tout début. Donc tout d'abord, comme je le disais, ça se trouve à l'intérieur de l'UFR Sciences, et donc les enseignants que vous avez sont des gens comme moi, donc des enseignants-chercheurs du département de mathématiques, de l'UFR Sciences. Il y en a environ une cinquantaine. Et comme vous pouvez lire, enseignant-chercheur, ça veut dire qu'on enseigne, mais aussi il y a un laboratoire, on appelle le LPA, le laboratoire de mathématiques Bretagne-Atlantique, qui est donc un laboratoire associé au CNRS. Et donc tous les enseignants que vous aurez, enfin l'immense majorité des enseignants que vous aurez, sont des gens qui ont aussi une activité de recherche en mathématiques, ce qui est en fait aussi une composante importante de la mission de l'université. Donc, comme vous pouvez voir sur le troisième point, on commence avec les nains, mais on encadre aussi des étudiants qui vont jusqu'au doctorat dans ce laboratoire. Comme disait un collègue danois, les ingénieurs ont les solutions d'aujourd'hui, mais les mathématiciens ont les solutions de demain. Alors, les enseignants-chercheurs, eux, ils couvrent à peu près tous les domaines, de l'algèbre jusqu'aux statistiques, et ça correspond aussi aux sujets que les étudiants, dans une licence, en master ou même en doctorat, étudient, donc l'algèbre, l'analyse, la géométrie, les probabilités et les statistiques. Et puis, comme les mathématiques, on en fait pour les mathématiques, mais on en fait aussi pour d'autres sciences, eh bien, il y a des interactions avec les sciences de la mer, l'électronique, la physique, les sciences, la biologie et aussi l'histoire des sciences et l'archéologie, qui sont plutôt des disciplines littéraires. Donc ceci illustre bien disons la philosophie de l'université, l'enseignement, la recherche et donc la recherche dans toutes les directions, que ce soit pure ou appliquée. Alors, à quoi servent les études de mathématiques? À quoi sert une licence de mathématiques? Je dirais qu'il y a essentiellement trois grandes branches. Il y a celle de l'enseignement, alors que ce soit l'enseignement donc en primaire, en secondaire, collège, lycée, ou l'enseignement supérieur. Vous pourrez être par exemple enseignant-chercheur ou aussi même chercheur par exemple au CNRS. Il y a une deuxième direction qui est les masters. Donc, on peut faire après une licence de mathématiques, on peut faire aussi des masters. Et là, dans les masters, c'est une continuation des études, mais dans déjà une spécialisation qui commence à se préciser. Donc, vous avez une liste d'actuaires, par exemple. Donc, les actuaires, ça c'est une spécialité qu'on a à Brest. Les actuaires sont des gens qui font des probabilités, et donc qui ont un bagage mathématique suffisant pour calculer les risques et pour les banques et les assurances. Donc ça, c'est un métier qui est très recherché, et c'est une formation qui est professionnalisante et qui est très recherchée sur le marché du travail. Bon, vous pouvez aussi vous diriger plus vers les statistiques, big data, etc. C'est très à la mode. Il y a toute une direction qui se tourne plus vers la mathématiques et économie, donc pas seulement actuaire, mais aussi de l'économétrie et puis de la finance. Il y a des choses qui sont plus appliquées, comme l'imagerie, comme vous pouvez le voir, aussi la cryptographie, par exemple. C'est une discipline qui mélange les maths pures, de l'algèbre, et puis aussi l'informatique. Et puis aussi des directions qui sont beaucoup plus spécifiques, comme la gestion et l'administration des entreprises. Alors, il y a aussi la troisième direction principale pour nous, c'est ingénieur. Donc, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, les écoles d'ingénieurs recrutent non seulement, comme traditionnellement, par les classes préparatoires, mais aussi par des parcours, une voie universitaire. Et c'est le lien avec PNRC. Voilà. Alors, comme je vous le disais, il y a certaines formations que l'on a à Brest qui sont très recherchées, donc l'actuariat, c'est celle à laquelle je pense particulièrement, mais en général, l'obtention d'un master en mathématiques, même si les chiffres ont déjà une dizaine d'années, c'est quand même une bonne garantie de trouver un emploi.
Alors, donc, le parcours mathématique renforcé concours, c'est un parcours sélectif, donc à retrouver comme ceci sur Parcoursup, et c'est une préparation spéciale dans l'optique d'intégrer une école d'ingénieur, et bien entendu, de préférence, la meilleure possible en fonction de vos préférences. Donc, il a déjà pratiquement 15 ans, en principe. Donc c'est sélectif, il y a un nombre limité de 20 places et il va de la L1 jusqu'à la L3. 3 ans. Donc la licence de mathématiques ou la licence MIAGE qui est une licence de mathématiques combinée à l'économie. Alors en fait, les étudiants qui sont dans ce parcours particulier sont en fait un sous-ensemble des étudiants de L1, de L2 et de L3, de licence de maths ou de licence de MIAGE. Un des gros avantages de ce système-là, c'est qu'un étudiant qui, par exemple, ne réussit pas dans ce parcours plus sélectif et plus difficile, ou par exemple qui change d'avis, qui n'en a plus envie, peut, sans perdre quoi que ce soit, simplement basculer dans la licence, disons, mathématiques fondamentales ou mathématiques éco, sans rien perdre du tout, sans même simplement il réduit un peu son emploi du temps, mais il continue sur sa lancée. Inversement, il y a certains étudiants qui ne connaissaient pas, n'avaient pas envie, n'étaient pas attirés par ça, et ne sont pas intéressés au PMRC, mais si on trouve qu'ils ont des résultats qui leur permettraient de réussir, on leur propose d'intégrer. Donc il y a une grande facilité de passage, soit de rentrer, soit de sortir. Voilà, donc l'objectif, c'est de se préparer. Alors, il y a certains concours dont je parlais qui se suivent dès la fin de la deuxième année, donc vous avez déjà une première liste ici, mais la majorité de nos étudiants intègrent les grandes écoles. Certains décident d'aller vers des masters, mais un grand nombre intègrent des grandes écoles et sur dossier ou sur concours, ça dépend des écoles, après la L3, donc après avoir eu leur licence de mathématiques. Alors là, on a fait une petite liste de différents débouchés auxquels les étudiants ont accédé. Donc le magistère ENS de Rennes, c'est pas très très loin, mais c'est une antenne de l'école normale supérieure à Rennes. Donc ils ont un cursus spécialisé et qui est assez difficile d'accès. Pour l'école polytechnique, vous en avez entendu parler. Et après, vous avez diverses écoles, donc les Ponts, Centrale, Supélec, l'ENSTA, et comme ceux que vous voyez ici, Supaéro pour ceux qui sont intéressés par l'aviation. Il y en a certaines qui sont très proches, l'IMT Atlantique, c'est assez proche. Et puis, comme vous voyez un peu au milieu, école d'actuariat, donc il n'y en a pas énormément en France, mais il y en a une à Brest, s'appelle l'ORIA. Et donc, c'est celle dont je parlais tout à l'heure. C'est une très bonne formation. Les étudiants, en général, avant la fin de leur M2 se termine par un stage, et en général, ce stage les amène à une proposition d'emploi. Alors, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il y a dans le PMRC, donc c'est plus, comme vous voyez sur la première ligne, c'est le parcours classique, comme je disais tout à l'heure, plus des heures supplémentaires. Alors ces heures supplémentaires, elles correspondent à 3 objectifs différents. Donc tout d'abord, il y en a un qui est, comme vous voyez, d'approfondissement. Donc on revoit soit ce qui a été vu en cours dans le parcours classique, soit on va un peu plus loin. Voilà, donc ça fait environ 2 fois 2 heures par semaine. Il y a aussi des cours de langue. Alors c'est des cours de langue, tous les étudiants ont des cours de langue, mais là, comme ces étudiants-là vont sans doute passer des concours pour entrer dans l'école d'ingénieur, ils ont besoin de cours de langue qui soient adaptés aux exercices qu'on leur posera pour ces concours. Donc là encore, c'est 4 heures supplémentaires par semaine, que ce soit en L1, c'est à partir du deuxième semestre, mais peu importe, c'est 4 heures supplémentaires. Et donc là, ce sont des exercices qui les préparent précisément à ce qui leur sera demandé pour les épreuves de langue dans les différents concours qui ne sont pas forcément
exactement au même format. Il y a aussi un système de colle, donc ça c'est toutes les semaines, en groupe de 2 ou 3, et donc 1 heure d'exercice au tableau, à savoir réfléchir sans avoir eu le temps de se préparer. Et puis toutes les semaines, on a aussi des devoirs surveillés, donc 2 heures de devoirs, suivi la semaine suivante de la correction, un certain nombre en maths, et puis aussi en anglais et en français, puisque, comme je vous l'ai expliqué, l'aspect pratique des langues et préparation des épreuves de langue est très important, puisque souvent, ça fait la différence entre 2 candidats qui sont au coup d'arrêt. Voilà. Donc, l'évaluation, par contre, c'est que le même processus, le même système que pour tous les étudiants de licence, de maths, c'est-à-dire le contrôle continu durant le semestre et puis un examen final par matière à la fin de chacun des deux semestres. Voilà. Donc là, vous avez sous les yeux une semaine type. Donc là, c'est deuxième semestre de la première année. Donc là, ce sont des maths PMRC. Et donc, vous pouvez repérer, par exemple, les blocs en vert, une sorte de vert, là, sont supplémentaires, sont les 4 heures de maths. Et puis, vous voyez voir les devoirs sur table le mercredi matin, devoirs sur table anglais. Et puis après, sinon, tous les autres cours sont pratiquement les mêmes cours que les étudiants qui sont dans le parcours classique. Voilà. Donc ça, c'est pour les étudiants qui sont en MIAGE, donc maths éco, et vous pouvez repérer par exemple qu'au milieu du mercredi, là, il y a microéconomie, le jeudi, en début d'après-midi, c'est macroéconomie, puisque bien entendu, ils ont des cours d'économie qui ont lieu d'ailleurs à la faculté de droit et sciences éco. Donc, vous pouvez retrouver, il y a une page qui est dédiée à toutes ces informations sur la page du département de mathématiques de l'UBO, donc vous pouvez très facilement retrouver ceci. Et aussi éventuellement contacter les différents responsables pour leur poser éventuellement plus de questions. Combien il y a d'étudiants en première année? Vous voulez dire en PMRC? Oui. Là, ils sont 16. Donc, ça veut dire un suivi particulier Ah, c'est le but. Ouais. L'objectif, c'est justement que on connaisse les études. Alors, si vous prenez tous les étudiants de L1, il y en a 99. Dans ces 99, il y a les 16. Donc, bien entendu, entre 99 et 16, vous les connaissez mieux les 16 que les 99. Alors, c'est aussi, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on est plus exigeant envers eux. On est plus là pour eux, on est plus là pour les aider, mais on est aussi plus exigeant. Donc ils sont 16, ils sont en deuxième année, ça fluctue un peu sur les années. Cette année en deuxième année, Michel, par contre, ils sont une dizaine, 11, et puis en troisième année, ils sont 10, voilà, donc autour d'une dizaine. Donc on a un maximum de 20, en général, on essaie d'avoir entre 12 et 15 pour avoir une petite marge de manœuvre. Mais ça dépend aussi des candidatures et puis aussi éventuellement de la qualité des étudiants. Et pardon, je vous présente juste Michel Ben-Younes, qui est enseignant-chercheur en mathématiques et qui vient apporter des compléments à ce que dit Monsieur Loubeau. Oui, donc ce que je voulais dire par rapport au suivi, il y a aussi, on fait 2 entretiens par année, un chaque semestre. Les responsables de chaque année font des entretiens individuels. Tu l'as dit? Non, tu n'as pas allumé ton micro, personne n'a dû entendre. Vous n'avez pas entendu? Ah, d'accord. Oui, donc je disais donc qu'au point de vue du suivi, on a donc aussi des entretiens individuels, un par semestre, faits par les responsables d'année, donc pour savoir où ils en sont, les méthodes de travail, etc. Éventuellement les conseiller. J'avais une question et j'ai oublié ma question. Désolée. Non, pas de souci, c'est moi. Peut-être y a-t-il des questions, Margot, sur le chat, ou peut-être avez-vous des questions? Je ne sais pas, mademoiselle, si vous êtes par quelle filière vous êtes intéressée également? D'accord, donc celle qu'on est en train d'évoquer actuellement. Peut-être avez-vous des questions complémentaires par rapport à ce qui vient d'être abordé? Est-ce que pour savoir comment est-ce que vous sélectionnez les étudiants qui peuvent
peut accéder à la... On prend les meilleurs. Non, mais c'est sur Parcoursup, c'est-à-dire c'est une sélection sur dossier sur Parcoursup. Il faut candidater. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est ça. C'est sur Parcoursup, donc il y a le L1 MPME. Les critères de sélection, je pense. Alors, les critères de sélection, on regarde essentiellement, bien sûr, les notes de mathématiques et essentiellement celles de terminale. Non, première chose, il faut avoir fait maths expert. Voilà. Parce que sinon, il y a trop de choses qui ne vont pas être simples pour les étudiants et on veut les aider, on ne veut pas les envoyer au casse-pied. Donc, première sélection, c'est maths expert. Ensuite, on regarde les notes de mathématiques et principalement celles de terminale. Et ensuite, on regarde un petit peu toutes les appréciations, je dirais, plus que les notes. Pour qu'on voit que ce soit des étudiants sérieux, motivés, même si, par exemple, en histoire géo, c'est pas très brillant, mais c'est pas grave, s'il y a de bonnes appréciations. Voilà. C'est plus clair, peut-être. Est-ce que la partie lettres de motivation sur Parcoursup est importante? Non. On les lit, mais non, on n'en tient pas compte parce que moi, je trouve que c'est difficile pour des élèves de lycéen de terminale de faire des lettres de motivation. Tout à fait. Donc non, on ne va pas en tenir compte. Non. C'était mis qu'il y avait des cours de langue. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il y a une qualité langue ou une qualité 2 ou c'est juste en anglais? Justement. Et en français. Français, En langue, il y a oui. français aussi, mais c'est pas une LV. Oui. Français, culture scientifique, voilà. Qu'est-ce que vous appelez la culture scientifique? Il faudrait demander à Madame Bonne-Cabane. Ben, c'est aussi tout ce qui est culture scientifique, c'est-à-dire aussi connaître d'autres domaines de la science, quoi, pouvoir discuter là-dessus. D'accord? Parce que souvent au concours, on a il y a les épreuves de français consistent en, la plupart du temps, c'est un texte scientifique et il faut discuter, argumenter là-dessus. Donc c'est ce que fait, entre autres, Madame Bonne-Cabane en PMRC. Voilà. Oui. Par rapport au contrôle continu, il est formé par les DS et l'école? Non, juste les contrôles continus. L'école et les DS ne sont pas notés. Ce sont des entraînements à l'écrit et à l'oral. Donc ça, c'est pas noté. Par contre, on a, comme toutes les autres matières scientifiques, on fait un contrôle continu, enfin en général 2 ou 3, et puis on prend la moyenne. Mais là, les contrôles continus sont bien annoncés, c'est toujours fait comme ça, bien régulièrement. Et puis un examen à la fin du semestre, bien sûr. Alors, je vais vous poser une question. Vous avez dit en PMRC, donc il y a les cours de mathématiques de base, enfin de base, Du parcours classique. de parcours classique, et puis des cours supplémentaires. Avec un investissement important de la part de l'étudiant, puisque c'est donc un parcours sélectif. On a une question, nous, au service d'orientation, qui nous est souvent posée, c'est combien de temps de travail il faut estimer par semaine entre le travail personnel, les cours, combien de temps de travail est estimé par semaine en PMRC? Oh, je ne sais pas s'il y a une réponse universelle. Hein. En tout cas, les heures de cours, il y en a plus. Hein. Je crois qu'il peut y avoir environ 30-34 heures à peu près, mais un peu comme au lycée. Après, le travail personnel, ben, c'est sûr qu'il faut apprendre plus. Il faut travailler plus, d'abord, il y a des cols où on vous demande de connaître le cours, des devoirs maison, donc il faut toutes les semaines, ils ont un devoir maison à rendre, donc il faut qu'ils travaillent plus. Alors après, quantifier, c'est difficile parce que je ne sais pas combien de temps un élève du parcours classique travaille. Ça, En parcours classique, de manière générale,
universitaire, je dirais, sans prendre les pieds. On a coutume de dire qu'il faut 1 heure de travail, 1 heure de cours équivaut à 1 heure de travail personnel. Donc à peu près, pour 20 heures de cours, ça fait 20 heures de travail personnel. Oui. Donc, ça, c'est en parcours. On a coutume de dire qu'en parcours classique, quelle que soit la filière, on est à peu près là-dessus. D'accord. Après, on ne peut pas rallonger les journées, donc je pense que Oui. le ratio doit être pas très très différent pour les PMRC qui de toute façon plus d'heures de cours, donc ils auront plus d'heures de travail, mais c'est très bien. Mais par contre, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils ont 60 heures par semaine, parce que ça, j'aurais dû leur poser la question avant de venir. Et puis après, c'est vraiment, parce qu'il y a ceux qui sont très attentifs en cours, donc ils retiennent bien, ceux qui ne vont pas écouter. Donc, voilà, j'ai une question un peu. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? C'est assez variable, je pense, pardon, le temps de travail personnel des étudiants. Moi, ce que j'ai tendance à leur dire, c'est pareil, c'est de faire un peu tous les jours. Parce que les choses s'enchaînent, surtout dans les parcours renforcés où c'est chargé. On ne peut pas se permettre finalement d'avoir trop de périodes où on ne révise pas, parce qu'à la fin, ça fait trop. Donc, mais comme tu disais, une trentaine d'heures de présentiel, si on dit 1 heure par jour, dans l'idéal, je pense que voilà, c'est pas mal, on s'en sort bien. Oui, et puis avec le week-end aussi, voilà. se permettre, se reposer un peu, bien sûr, de sortir, mais il faut travailler. Puis après, il y a l'efficacité, il faut être efficace. Après, ce qui est pas mal dans ces filières un peu sélectives, c'est que les étudiants travaillent beaucoup en groupe, parce que c'est des projets qui ne sont pas très importantes. Et donc, ils se retrouvent souvent à la cafette, à la musique, pour travailler ensemble. C'est assez efficace. Et justement, donc on l'a vu, le petit nombre, enfin on va peut-être en parler avec la licence en informatique et puis votre double licence sur mathématiques et physique. Mais le petit nombre fait qu'il y a un accompagnement particulier des enseignants. Est-ce que entre les étudiants eux-mêmes, entre les étudiants de 2e année, de 3e année et les premières années, il y a un système de tutorat? Est-ce qu'il y a... Pas de tutorat, mais de parrainage. De parrainage? Oui, donc ça arrive que les étudiants de L1 aillent voir les L2 pour leur demander des choses avant les examens et tout. Oui, il y a un système de parrainage. Et d'ailleurs, cette année, c'est entre eux qu'ils ont organisé, nous on ne s'en est pas mêlés, mais ils avaient organisé un week-end d'intégration avec les L1, L2 et L3 PMRC. Paraît-il, était très bien. Paraît-il. Voilà. Donc comme ça fait une sorte de cohésion dans le groupe. C'est important que le groupe qu'il y ait une cohésion. Ça donne plus envie de travailler que si on est tout seul et isolé, on doit tout faire. Tout à fait. Et ça y est, j'ai encore oublié ma question, décidément. Je vais vous laisser la parole, puis ma question va me revenir après. Je prends la place de Greg. Oui, vous pouvez rester là. C'est bon, Margot, pour la caméra, pour Monsieur Dubreuil? Okay. On n'avait pas des questions sur le chat? Ok. Est-ce qu'on peut avoir besoin du câble, peut-être? Ah bah oui. Mais non, votre présentation est là. Ouais. C'est ça. Merci. Ouais. Alors. Ici. Ok. Je vais vous parler du parcours maths physique, donc qui est une double licence. Donc c'est un parcours qui existe à Brest, mais qui, par exemple, dans le Grand Ouest, c'est un des seuls parcours. Hein. Pardon. On va mettre en plein écran. En plein écran. Ok. Comment on fait ça? Petit peu plus haut, les 2 petites flèches. Là. Ouais. Mode présentation. Mode présentation. Okay. Ouais. C'est bon. Okay. Ouais, donc je disais, c'est un parcours qui existe à Brest, mais qui, par exemple, n'existe pas ni à Rennes ni à Nantes. C'est un parcours un peu unique, on va dire, dans le Grand Ouest. Je rappelle ici sur cette diapositive un peu l'architecture de la formation en licence, donc à l'UFR Sciences de l'UBO, pour vous montrer où se situe cette double licence par rapport à des parcours, on va dire, plus classiques. Donc l'entrée se fait au portail MPMUI, donc mathématiques, informatique, physique.
Il n'y a pas de sélection sur Parcoursup hein, pour cette double licence, je le redirai tout à l'heure, mais la sélection se fait à partir du deuxième semestre. Et donc, au deuxième semestre, on invite les étudiants à choisir ce qu'on appelle une majeure. Hein. Donc là, je vais vous présenter les majeures mathématiques fondamentales, majeure physique et la majeure physique-mathématiques qui se situe à cheval hein, sur ces deux majeures. Alors, je ne vais pas représenter les autres, hein, je vais vous présenter que celles qui concernent les maths et la physique. Et donc ensuite, à l'issue de cette première année, on peut intégrer le parcours physique-mathématiques hein, en L2 et en L3, donc valider une double mention en 1 ou 2 ans, selon le profil et le désir des étudiants. Donc en fait, j'ai mis au milieu ce parcours parce qu'il voilà, va s'appuyer exclusivement sur les parcours déjà existants, qui sont la licence de maths et la licence de physique. Alors, quel est l'objectif de ce parcours-là? C'est de pouvoir se former dans ces deux disciplines hein, de manière équivalente, hein, à 50-50, hein, dans le but de pouvoir valider 2 mentions de licence alors, en 3 ans ou en 4 ans. L'idée derrière tout ça, bien sûr, étant d'avoir le plus large choix de poursuite d'études possible, hein, donc de continuer soit en physique pure, soit en maths, soit sur des masters qui sont un peu à l'interface entre les maths et la physique, soit intégrer des écoles d'ingénieurs sur concours et ou dossier. Alors, donc comme le parcours PMRC présenté juste avant, donc ça s'adresse à des étudiants qui sont très motivés par ces deux disciplines, parce qu'il y a une quantité de travail qui est plus importante. Donc, comme je disais, la sélection ne se fait pas sur Parcoursup, on postule au portail NPMEI sans sélection, et la sélection se fait à l'entrée au semestre 2, donc, notamment après les résultats du premier semestre. Et donc ça correspond à des promos, je montrerai les chiffres tout à l'heure, mais entre 10 et 15 étudiants maximum. Sachant qu'il y a la possibilité à chaque semestre hein, de rebasculer vers des parcours classiques si la double licence n'est plus vraiment un projet ou alors si l'étudiant rencontre trop de difficultés pour suivre le programme. Donc là, sans rentrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer comment se construit ce parcours-là du point de vue des modules d'enseignement. Donc, en première année du portail NPMEI, les étudiants font un petit peu de tout au premier semestre, hein, de la physique, de l'info, des maths. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, ils choisissent une majeure. Donc par exemple, ceux qui choisissent la majeure physique vont faire 2 modules de physique, 1 module de maths et 1 module d'info. Ceux qui choisissent la majeure de maths vont faire 2 modules de maths, 1 module de physique et le module d'info. Et ceux qui vont faire la majeure physique mathématique vont faire les 2 modules de physique, les 2 modules de maths et le module d'info. Donc ça correspond à un module de plus par semestre, soit à peu près 55 heures étalées sur une douzaine de semaines, donc en gros 4 à 6 heures par semaine de plus dans l'emploi du temps. La deuxième année de ce parcours-là se construit plus ou moins de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a des modules d'enseignement dans la licence de physique, il y a des modules d'enseignement dans la licence de maths. Alors bien sûr, dans la double licence, il n'y a pas double, hein, parce que ce ne serait pas possible de faire tenir ça dans la semaine. Donc il n'y a que certains modules qui sont retenus pour former le programme de la double licence. Et donc là, en fait, les modules que j'ai mis en vert ne sont pas au programme de la double licence. Mais ça reste quand même un programme assez chargé, avec là aussi un module de plus par semestre pour ces étudiants-là. Donc avec une répartition 50-50 entre module de maths et module de physique. Donc là pareil, je ne rentre pas dans les détails de ces différents modules, mais on va parcourir tous les grands domaines de la physique et des mathématiques à part égale. Avec bien sûr des modules transversaux où là aussi on fait des langues, de la communication, de la culture scientifique, des choses comme ça. Voilà, donc j'ai mis un exemple d'emploi du temps type hein, qui se lit comme ça du lundi au vendredi et de 8h à 18h30. Non, ouais, ça dépend, il y en a certaines qui débordent. En gros, ça équivaut, j'ai fait le calcul, à peu près 28 heures par semaine en moyenne, sachant qu'il y a des semaines où il y a plus de travaux pratiques, il y aura plus d'heures, quand il y aura moins de travaux pratiques, il y a moins d'heures, mais en gros, ça fait ça. Donc ça laisse quand même quelques trous dans l'emploi du temps pour justement, idéalement, le travail personnel aussi. Voilà, et puis en troisième année, qu'est-ce qui se passe dans ce parcours? Eh bien, on en fait encore un peu plus, parce que cette fois, c'est 2 modules de plus par semestre qu'un parcours classique. Donc là, ça vient encore charger les choses, donc avec toujours pareil, par égal de modules de mathématiques et de modules de physique, hein, étalés sur les 2 semestres. Donc avec quelques modules de la licence de physique et de la licence de maths qui ne sont pas au programme. Que dire de plus? Là, du coup, on passe de 28 à peu près 32 heures par semestre. Donc, il y a moins de trous. Il y a un
programme un petit peu plus chargé. Alors, pour résumer sur ce parcours-là, sur le semestre 2, 3 et 4, c'est-à-dire la deuxième partie de la première année et la deuxième année, on a un parcours avec un module supplémentaire par semestre, et en troisième année, 2 modules supplémentaires par semestre. Tous les cours sont en commun avec les étudiants qui sont en licence de physique ou en licence de maths. C'est juste que les emplois du temps sont compatibles pour que les étudiants de ce parcours puissent suivre l'ensemble de ces cours. Mais il n'y a pas de cours spécifiques. Et il n'y a pas de colle ni de DS, par exemple, dans ce parcours-là, comme on peut en trouver en PMRC. Donc, c'est un parcours sélectif avec un accès limité à une dizaine, quinzaine d'étudiants selon les années et un suivi individuel par le responsable du parcours, en l'occurrence moi-même. Et comme je disais, la possibilité de rebasculer vers les parcours classiques à chaque moment de ce parcours-là, en cas de difficulté ou de changement de projet de poursuite d'études. Et il y a là aussi la possibilité d'étaler la L3 sur 2 ans, donc ça c'est des choses qui se sont faites déjà, c'est-à-dire à la fin de la deuxième année de la double licence, les étudiants décident de faire une année L3 maths, l'autre année L3 physique, dans le but de valider les 2 licences en 4 ans au lieu de 3 ans, qui reste quand même assez intéressant. Voilà, j'ai mis quelques petits éléments de statistiques pour vous montrer les effectifs. Alors c'est un parcours qui a ouvert en 2018 en L2 et qui a ouvert en L3 qu'en 2022. Donc avec des étudiants de L2, donc ça a commencé tranquille, mais après, des fluctuations selon les années. Et vous voyez donc, les chiffres et les pourcentages de réussite qui sont en général assez bons parce que les étudiants sont sélectionnés aussi et sont très motivés. Donc voilà, en gros, une bonne dizaine d'étudiants dans la promo. En L3, c'est aussi en augmentation, notamment par l'intégration d'étudiants de classe préparatoire qui, après leurs 2 ans de prépa, sont intéressés pour venir faire la 3e année de cette double licence. Et puis j'ai mis la poursuite d'études après la 2e année, donc pour vous montrer que certains étudiants, après la L2, poursuivent en maths pure, en physique pure. Alors certains même intègrent le parcours PMRC en 3e année après avoir fait 2 années de double licence. Certains font leur 2 L3 en 2 ans, certains font L3 en 1 an, d'autres intègrent des écoles d'ingénieurs et d'autres se réorientent ou intègrent médecine, des choses comme ça. Des étudiants qui partent en image et son, une autre en hydrographie, voilà, il y a aussi différents parcours qui peuvent se profiler. Et j'ai mis ici les poursuites d'études après la 3e année, donc pour vous montrer que certains étudiants partent en physique, d'autres en maths et d'autres en école d'ingénieur. Voilà. Différents types de débouchés avec des masters dans toute la France selon les spécialités qui sont choisies. Donc là, j'ai mis les intégrations d'écoles d'ingénieurs pour des étudiants qui sont passés par ce parcours-là, notamment certains qui sont passés en L2 par ce parcours-là et qui ont fait en L3 le PMRC. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a pas mal de passerelles entre ces 2 parcours, ce qui permet aux étudiants d'affiner leur parcours. Voilà, donc après les métiers visés, comme toute formation universitaire finalement, le principal secteur c'est la recherche et le développement, donc, ce qui permet d'être soit chercheur, soit enseignant-chercheur dans le public, dans le privé. Donc ça, bien sûr, ce n'est pas après la licence, mais ce sera après un master, voire une thèse. Et les domaines visés vont concerner tous les domaines des mathématiques et tous les domaines de la physique, étant donné que la double licence permet de continuer, a priori, dans ces 2 domaines. Et voilà, j'en ai terminé avec cette présentation, donc je ne sais pas s'il y a des questions, soit dans la salle, soit en visio. Je suis prêt à les répondre. Il n'y a pas de questions en visio? Vous aviez une question, monsieur? C'est par rapport à suite de 3 années. Oui. Est-ce que pour la suite, c'est sur le dossier ce qu'on va faire? Alors après les 3 années, donc du coup, vous pouvez soit partir en master, donc c'est le débouché principal après une licence, de toute façon c'est le master, et là, on candidate pour des masters, et après on a une réponse positive ou négative selon les capacités d'accueil de ce master-là, et selon votre dossier. Alors après, dans les domaines des maths et de la physique, la plupart des masters en France ne sont pas sélectifs. Maintenant, voilà, certains qui sont peut-être très prisés, oui, vont l'être. Et après, si c'est pour intégrer des écoles d'ingénieurs, là c'est sélectif. Donc, parfois c'est un concours, parfois c'est que le dossier, parfois c'est un mix des 2. Là, ça dépend vraiment des écoles.
Il y a une préparation spécifique au mode de sélection des écoles d'ingénieurs? Non, pas dans ce parcours-là. Dans ce parcours-là, il n'y a pas de préparation au concours d'admission aux écoles d'ingénieurs comme on peut le trouver en PMRC. D'accord. Ouais. Parce que là, l'idée c'est de faire les deux disciplines, donc il n'y a pas le temps d'en faire encore plus pour la D'accord. préparation au concours, mais n'empêche que les étudiants qui suivent ce parcours-là présentent quand même les concours. D'accord. Ils s'entraînent un petit peu à côté finalement, notamment grâce à Michel du parcours PMRC qui propose des QCM, des projets QCM, comme ça les étudiants peuvent s'entraîner au concours. Et grâce à Mathieu aussi qui fait, quand il y a des autres physiques, Ouais, voilà. les étudiants de PMRC à préparer les autres physiques. En fait, on s'entraide pour la réussite des étudiants. On ne s'entraide pas nous, mais on aide les étudiants. Donc même si ce parcours-là ne prépare pas spécifiquement au concours de manière aussi efficace que peut le faire le PMRC, il offre l'avantage d'avoir les deux disciplines, ce qui peut aussi être un avantage pour intégrer ces écoles, même si on n'a pas fait la préparation spécifique. D'accord. Pas de questions sur le... Oui, allez-y, mademoiselle. Les étudiants en moyenne que vous accueillez chaque année. Alors, du coup, là, c'est... oui, alors j'ai mis les chiffres L2, vous voyez, c'est quelques unités, hein, on a eu 15 au maximum, donc ça c'est en L2. C'est vrai que j'ai pas mis les chiffres du L1, mais qui sont proches de ceux du L2. Et là, non, cette année, ils sont plus nombreux, ils sont 15. Ils sont 15 en L1 cette année, en double licence. Donc en gros, c'est ça. Souvent, en première année, c'est entre 10 et 15. Mais après, à la fin de la première année, certains décident de ne pas continuer en double licence. Ils vont aller soit en physique, soit en maths. Et certains poursuivent en double licence. Mais en gros, c'est ça l'ordre de grandeur des chiffres. Hein. C'est vraiment autour de la dizaine d'étudiants. Et il n'y a pas vraiment... En fait, là, je parle beaucoup de sélection, mais pas tant que ça de sélection, finalement, en fait, parce que le nombre d'inscrits correspond après à peu près au nombre de dossiers que je reçois. Peut-être que les étudiants se censurent eux-mêmes, ou alors c'est pas leur objectif simplement de faire une licence, tout ça. Oui. Il faudrait bien pour insister sur le fait que ça donne un double diplôme. Oui. C'est pas une licence bidisciplinaire. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être la licence de physique-chimie où il y a par exemple des enseignements de physique et de chimie à la fois. Oui, je peux préciser ça. Et ça, c'est lié finalement au diplôme. Alors, je reviens un peu sur des termes un peu plus techniques, mais quand on a une licence avec une mention de licence. Mais dans cette mention, on a suivi un parcours particulier. Donc, dans une mention, il y a plusieurs parcours. Et par exemple, dans la mention physique-chimie, il y a un parcours physique, mais je n'ai pas noté, mais il y a aussi le parcours physique-chimie. Par exemple, le parcours physique-chimie, même s'il est bidisciplinaire, ne délivre que une seule mention, la mention physique-chimie. D'accord ? Alors que la double licence, c'est vraiment deux mentions, mention mathématique et mention physique-chimie. Donc c'est... Autrement dit, quand vous avez une mention physique-chimie, ça va être plus difficile d'intégrer un master de maths, par exemple. Alors que, parce qu'un master de maths va demander d'avoir la mention de mathématiques en licence. Voilà. Donc l'avantage d'avoir une double mention, c'est que ça ouvre la porte à plus de masters. Et effectivement, il existe des parcours bidisciplinaires comme le parcours physique-chimie, où là, il y a les deux matières, mais il y a autant d'heures de cours qu'un parcours classique, il n'y a pas plus d'heures de cours. Alors que dans la double licence, il y a plus d'heures de cours. Toujours pas de questions? Ok. On vous remercie, Mathieu. Ouais, pas de souci. On va laisser la parole à Madame Nicolas qui va vous présenter la licence informatique internationale. Ah ben voilà, merci. On a une personne en plus? Ah, on a 7 personnes. Alors, donc, je vais vous présenter le parcours international de la licence informatique, dont je suis responsable. Alors, en fait, il s'agit d'un parcours spécifique de la licence informatique. Je vous ai mis ici, enfin, vous pouvez voir en fait les formations dispensées par le département informatique en licence et en master. Alors, le département informatique, en fait, auquel j'appartiens, donc c'est une équipe pédagogique de 27 enseignants-chercheurs
qui enseignent donc au niveau licence, master et encadrent aussi des étudiants en doctorat. Et on a environ, enfin autour de 600 étudiants en fait de la première à la 5e année. Alors ces étudiants sont répartis en licence informatique, donc 3 années de licence informatique. Au niveau de l'entrée en fait en première année licence informatique, il faut choisir un portail, et c'est le portail EASY pour se destiner aux études d'informatique. Informatique et sciences de l'ingénieur. Voilà, EASY effectivement conduit également aux licences de mécanique et sciences de l'ingénieur électronique. Donc sur Parcoursup, en fait, voilà, il faut choisir le portail EASY, on ne choisit pas licence d'informatique. Ensuite, en 2e année, il y a voilà, 2 voies. Donc la voie informatique fondamentale et application, qui est la licence d'informatique classique, je dirais, et puis la voie internationale, donc ça fait 2 parcours. Le parcours international étant voilà, celui qui va nous occuper aujourd'hui et dont je vais vous parler, et qui est sélectif. Alors il y a une 3e voie, c'est CDA, qui existe simplement en 3e année. Alors CDA pour conception et développement d'applications, qui est en fait une voie destinée aux étudiants titulaires d'un BTS, donc un BTS qui est un Bac+2, et qui souhaiteraient en fait continuer à atteindre le niveau Bac+3, donc en ayant une licence, pour ensuite pouvoir continuer vers un Bac+5 en master, par exemple. D'accord. Alors il faut voir que la licence d'informatique, c'est pas une licence, quel que soit d'ailleurs le parcours, c'est pas une licence pro, ce n'est pas un diplôme à vocation professionnalisante. D'accord. C'est un diplôme généraliste ayant pour but d'acquérir en fait les connaissances, les compétences, les méthodes pour pouvoir ensuite continuer sur un master pour obtenir un Bac+5 qui lui permettra, donc sera professionnalisant. Voilà. Et ensuite, voilà, donc la vocation, c'est de poursuivre en master un master d'informatique à l'UBO ou ailleurs, bien sûr, en France, voire même à l'étranger. Et on peut aussi, enfin on peut en reparler, continuer, il est possible de continuer en école d'ingénieur. Alors le parcours international de la licence informatique, donc c'est avant tout une licence en informatique. C'est-à-dire que le cœur de la licence, c'est bien de l'informatique, mais avec une coloration internationale qui se veut un petit peu comme sur la continuité de la section Euro qui existe par exemple au lycée, où il va y avoir des enseignements disciplinaires faits en anglais par exemple. Donc il y a vocation à donner une petite touche internationale à la formation. Et en plus ici, on va avoir une mobilité d'études obligatoire à l'international en 3e année. Donc cette mobilité d'études peut se faire sur 1 ou 2 semestres de la 3e année. L3, c'est la 3e année de la licence. Alors l'effectif est autour de 15 étudiants. Donc ça a pu monter jusqu'à 18-19 étudiants, mais on est plutôt autour de 10 étudiants en général. Donc là aussi, souvent, au fil des années, le nombre d'étudiants peut baisser, puisque certains étudiants peuvent choisir finalement changent d'avis et vont à ce moment-là rebasculer dans le parcours informatique classique. Alors, l'accès pour le parcours international se fait, on y rentre vraiment en 2e année, en L2. La sélection se fait pendant la 1re année, donc en ce moment, là c'est en général en février-mars, que les étudiants de L1 du parcours EASY, enfin du portail, pardon, EASY, vont soumettre leur dossier s'ils souhaitent s'engager dans le parcours international au niveau de la L2, donc pour la L2 et la L3, la 2e et 3e année. Donc si les étudiants sont sélectionnés sont sur dossier, essentiellement sur les notes du 1er semestre de la 1re année, les notes dans l'ensemble, c'est l'ensemble du dossier, mais évidemment c'est plus spécifiquement les notes d'informatique, puisqu'à partir de la 2e année, l'enseignement est vraiment spécialisé en informatique. Les étudiants donc sélectionnés participeront en fait à un stage de renforcement en anglais. Donc il y en a 2, un qui a lieu à la fin de la 1re année et un autre au tout début de la 2e année. Et puis ensuite, donc en 2e année, il y aura
en plus évidemment des cours qui seront suivis comme dans la licence classique, il y aura aussi la préparation, la mise en place du projet de mobilité, parce que c'est un projet qui se prépare, parce qu'il y a des dates pour candidater dans les universités partenaires. Typiquement, les dossiers doivent être déposés à la fin du mois de janvier de deuxième année pour partir en troisième année. Voilà, donc il faut s'y préparer. Il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre avant de pouvoir déposer son dossier et partir en mobilité. En deuxième année, les étudiants passent aussi une certification de niveau en langue anglaise. C'est la certification CLES, idéalement de niveau B2, puisque c'est le niveau qui est en général requis pour les universités où l'enseignement se fait en langue anglaise. J'en reparlerai un petit peu plus tard, mais donc nous disposons en fait au niveau de l'université et du département informatique d'un réseau d'universités partenaires avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, enfin pour lesquels nous connaissons les programmes et avec lesquels on peut bâtir un programme d'études adapté pour nos étudiants ici de l'UBE. Donc il y a un certain nombre d'universités en Europe, mais aussi une université aux États-Unis, au Québec et en Chine. Alors pourquoi faire le parcours international? Parce que, en plus de vouloir devenir informaticien, en tout cas faire des études en informatique, il faut avoir la volonté de partir en mobilité, donc au moins un semestre ou même un an. C'est un atout, clairement, pour la poursuite d'études, puisque après la licence, les étudiants candidatent, on a dans l'idée de partir sur un bac+5 en informatique, c'est ce qui est recherché par les entreprises. Et c'est donc, au moment de candidater pour la poursuite d'études à bac+3, c'est clairement un atout dans le dossier. À dossier, je dirais, compétences égales, niveau de dossier égal en informatique, ça va permettre de distinguer des candidats. Ça permet de montrer aussi qu'on n'a pas peur de se donner un petit peu des challenges, de sortir de sa zone de confort. Et ça permet aussi d'interagir, de communiquer en langue anglaise, ce qui est vraiment indispensable, notamment en informatique. Mais ce n'est pas la seule discipline dans laquelle c'est indispensable maintenant au niveau professionnel. Alors ici, je vous présente en fait le contenu en fait, de l'enseignement en première année de ce parcours international. Donc pour le premier semestre, ce sont les enseignements qui sont donc communs à tous les étudiants qui ont choisi le portail donc EASY, Informatique et Sciences de l'Ingénieur en L1. Donc ce premier semestre, il est pluridisciplinaire pour permettre de conduire en fait vers les différentes licences accessibles via ce portail. Donc on va retrouver une UE de mécanique, un cours d'informatique avec technologie informatique, un cours de technique et méthode de l'ingénieur et d'électronique numérique. À l'université, il y a toujours aussi un bloc transversal qui regroupe souvent donc, des techniques de communication, une préparation à la vie professionnelle et de l'anglais. Ça peut varier en fonction du semestre, c'est essentiellement ça. Le deuxième semestre, toujours dans le cadre de ce portail EASY de L1, là aussi on va retrouver des modules, des cours représentatifs des différentes disciplines, algorithmique et programmation pour l'informatique, mathématiques pour l'ingénieur, côté mathématiques, et introduction électronique, et puis il y a une option. Alors cette option, au choix parmi 3, va en fait conditionner en fait votre poursuite d'études en deuxième année. Pour se diriger vers une licence d'informatique, eh bien il faudra choisir l'option environnement informatique. Donc, pour les étudiants qui voudraient choisir le parcours international, voilà. En fin de premier semestre, il faut choisir l'option environnement informatique et ensuite, en février-mars, il faut candidater pour le parcours international. En deuxième année, alors là aussi, vous avez les cours en fait des 2 semestres de la deuxième année. Ce sont les cours qui sont les mêmes que les étudiants qui sont en licence informatique classique. La différence, ce sont les cours entourés en bleu qui sont donnés en anglais. Au semestre 3, le cours de programmation en C est donné en anglais. Ça veut dire que le cours magistral,
les travaux dirigés et les TP se font en anglais. Et au semestre 4, vous avez deux cours, algorithmique fondamentale, graphes et tests, et architecture et système, parce qu'il y aura un deuxième module en troisième année, qui sont également complètement enseignés en anglais. Ce n'est pas mentionné ici, mais il y a aussi certains cours, en particulier le développement web côté serveur cette année, dont les travaux pratiques sont faits en anglais. Alors le semestre 4, c'est marqué, j'ai noté semestre English Friendly. Donc ça, c'est un label qui a été développé au niveau de l'UBO pour permettre en fait d'accueillir dans nos formations des étudiants qui ne sont pas francophones, mais anglophones, et leur permettre de suivre les cours. Et ce semestre ici, donc le semestre 4 dans la deuxième année, est donc ouvert pour des étudiants qui ne parleraient pas français. Ça signifie que pour chacun des cours qui est là, il y a à minima des supports de cours en anglais. Voilà. On retrouve aussi le stage intensif d'anglais au semestre 3. Et puis la troisième année, le semestre. Alors la troisième année peut être entièrement à l'étranger. C'est en général le cas, c'est obligatoire quand on part aux USA ou au Québec, parce que les enseignements sont conçus pour être suivis sur les 2 semestres. Et en Europe, c'est possible, la plupart des étudiants en Europe partent plutôt sur un seul semestre, le semestre S6, c'est-à-dire le deuxième de la troisième année, mais on peut aussi partir l'année entière en Europe. Alors partir en mobilité à l'international, ça signifie en fait que les étudiants doivent rédiger un programme de cours qui répertorie les cours qu'ils vont suivre dans l'université d'accueil. Ces cours doivent être validés pour que, par l'équipe enseignante ici à l'UBO, de façon à ce que si l'étudiant valide les cours dans l'université partenaire, on considère que c'est équivalent à acquérir un semestre ou une année ici à l'UBO. Donc les étudiants partent en mobilité, mais c'est bien le diplôme de licence informatique de l'UBO qui est validé. Voilà, alors oui, je ne l'ai pas dit, mais quand les étudiants candidatent sur une université partenaire, ils candidatent. L'université partenaire est libre ou pas de les accepter. C'est pour ça aussi qu'il y a une sélection sur dossier pour éviter d'envoyer des dossiers d'étudiants qui seraient refusés. Oui. Du coup, si on va à l'étranger, il n'y a pas de double diplôme, le diplôme de l'UBO et le diplôme de l'école. Alors, on a un cas particulier où il y a un double diplôme, mais ce n'est pas le cas général, effectivement. Alors, voilà, ici les universités principales partenaires que nous avons. Alors, hors Europe, nous avons au Canada 2 universités québécoises, l'Université du Québec à Chicoutimi, pour laquelle il existe des accords particuliers au niveau de l'UBO, pas seulement au niveau de l'informatique, et l'Université du Québec à Rimouski, l'UQAR, pour laquelle il y a un accord spécifique en informatique avec justement un double diplôme. L'étudiant qui part une année à l'UQAR, qui réussit les examens là-bas, va valider sa licence en informatique de l'UBO et aussi ce qu'on a pratiqué au Québec, appelé la majeure en informatique. Alors il faut savoir qu'au Québec, la licence est plutôt en 4 ans. Donc c'est pour ça qu'ils ne vont pas valider l'équivalent de la licence québécoise, mais la majeure, qui signifie qu'on a validé un certain nombre de cours en informatique, mais pas la totalité. Les étudiants qui partent à l'UQAR ont aussi des facilités pour continuer, pour faire une année supplémentaire à l'UQAR et à ce moment-là obtenir le baccalauréat en informatique. Alors le baccalauréat au Québec, c'est l'équivalent de notre licence en France. Je dis qu'ils ont des facilités parce qu'ils ont des facilités notamment au niveau des frais d'inscription. Il faut savoir que, les frais de scolarité, il faut savoir que les frais de scolarité au Québec ou aux États-Unis sont de l'ordre de 8 000 $ par an. Quand un étudiant de l'UBO part pendant sa 3e année de licence faire une année au Québec, par exemple, il ne va pas payer 8 000 $. Il aura payé ses frais de scolarité à l'UBO, qui peuvent être autour de 175 plus la CVEC, ça fait un peu moins de 300 €.
Donc c'est vraiment voilà, une opportunité pour nos étudiants de pouvoir aller passer une année dans ces universités pour lesquelles les coûts de scolarité sont très importants. Voilà. Si l'étudiant, pour le cas du CAR, décide de rester une année supplémentaire pour passer le baccalauréat, alors là, par contre, il devra s'acquitter des frais de scolarité québécois, mais avec le tarif pour les étudiants québécois, donc 8 000 $, ce qui reste beaucoup moins cher que les tarifs qui sont proposés pour des étudiants internationaux hors Québec. Voilà, donc il y avait jusqu'ici d'autres universités qui étaient accessibles au Québec avec un programme qui s'appelait le programme BCI, mais qui s'arrête cette année. Voilà, alors on est en train de travailler pour mettre en place des accords au niveau de l'UBO avec des universités qui faisaient partie de ce programme qui a été arrêté pour pouvoir de nouveau enrichir en fait l'offre pour nos étudiants. Aux États-Unis, il y a une université avec laquelle, là aussi, l'UBO a un accord global, qui est l'université du Maine à Augusta, donc le nord-est des États-Unis. Et il y a également une université en Chine qui a un accord privilégié avec l'UBO. En Europe, il y a un certain nombre, je ne vais pas toutes les détailler. Ici, j'ai noté les universités qui sont les plus fréquemment choisies par nos étudiants en informatique. Celles qui apparaissent en noir ici sont des universités accessibles via le programme Erasmus, Erasmus+, et en bleu, les universités du programme CIU. Donc le programme CIU, on peut le voir comme un sous-ensemble en fait du programme Erasmus. Ce sont un certain nombre d'universités européennes qui sont situées sur la frange littorale des pays et qui donc partagent un certain nombre de formations, notamment liées à la mer. Alors, nos étudiants plébiscitent en fait les universités scandinaves, en Finlande, en Suède, alors notamment parce que les cours sont enseignés en anglais. L'université de Malte, qui, pour la même raison, des cours qui sont enseignés en anglais, en Croatie également. Ensuite, on va retrouver des universités où les cours ne sont pas forcément en anglais, donc il va falloir faire de l'italien pour l'Italie, de l'espagnol en Espagne. À Gdansk, par contre, on n'est pas obligé d'être fluent en polonais, les cours sont en anglais également. Voilà. Donc voilà, il y a une offre qui est assez riche et donc il y a de la place, je dirais, pour tous les étudiants, en tout cas du parcours international. La règle, c'est aussi qu'il n'y ait pas plus de 3 étudiants par université partenaire, de façon à ce que l'étudiant soit vraiment immergé dans le pays. Dans le pays d'accueil. Excusez-moi, aux étudiants issus de la filière informatique internationale. Oui, pour la filière informatique internationale. Oui. Alors ici, au niveau Erasmus, en fait, au niveau européen, les accords sont faits discipline par discipline. En termes de poursuite d'études, donc là j'ai simplement des chiffres sur les 3 dernières années. Donc le taux de réussite c'est 85% sur les 3 dernières années. Quand les étudiants échouent, en général, c'est qu'ils ont eu des difficultés à se débrouiller finalement en autonomie, loin de chez eux. Parfois c'était la première fois qu'ils partaient. Et notamment au Québec, l'hiver parfois peut être un petit peu long. Et voilà, c'est pas toujours facile de réussir à rester motivé et très très autonome. Puisque en France, on a cette particularité de beaucoup accompagner nos étudiants. On a beaucoup d'heures de cours, surtout en sciences, on les accompagne avec le cours, les travaux dirigés, les travaux pratiques. Le système anglo-saxon est très différent. C'est essentiellement des cours magistraux et c'est tout. En informatique, parfois, il y a quelques travaux pratiques, mais la dominante, c'est le cours magistral. Et c'est vrai que ces dernières années, notamment au Québec, depuis le Covid, en fait, il y a un certain nombre de cours qui sont passés en distanciel. Alors, les étudiants partent et finalement, la moitié des cours vont être suivis en distanciel. Voilà, ce n'est pas toujours facile. Il faut être prêt à faire face à ce type d'enseignement et à travailler beaucoup de manière personnelle. La poursuite d'études, c'est 100%.
puisque voilà, la licence n'a pas une vocation professionnalisante. Là aussi, hein, sur les 3-4 dernières années, on a de 27 à 45% des étudiants qui vont continuer du parcours international, hein, qui vont continuer dans le master informatique de l'UBO, qui s'étend donc sur 2 ans. Alors on a plusieurs parcours à l'intérieur du master informatique. Un premier qui est plus orienté sur l'ingénierie du logiciel, un autre sur les systèmes d'information, un troisième sur les systèmes embarqués et un quatrième sur les systèmes interactifs et autonomes. C'est un master qui, notamment pour le dernier parcours, système interactif et autonome, est co-accrédité avec les principaux établissements d'enseignement supérieur brestois, l'IMT Atlantique, l'ENIB et l'ENSTA Bretagne, et qui est également ce master adossé à la recherche via le LabSTIC, donc le LabSTIC hein, qui est un laboratoire de recherche qui, là aussi, rassemble en fait l'essentiel de la recherche, je dirais, de l'ouest de la Bretagne. C'est un gros laboratoire, hein, il y a 600 chercheurs dans ce laboratoire, et la plupart donc, des enseignants-chercheurs du département informatique font partie de ce laboratoire. Alors l'aspect recherche hein, au niveau du master va aussi, notamment se traduire pour les étudiants sous la forme de stages hein, qui peuvent être faits dans des laboratoires de recherche et notamment pour les étudiants qui envisagent de poursuivre en doctorat à l'issue du master. Puisque donc les thèses de doctorat essentiellement pourront être poursuivies au sein du LabSTIC. L'insertion professionnelle pour les étudiants qui valident le master informatique est excellente. 97% des diplômés trouvent un emploi dans les 3 mois. Alors, ce n'est pas spécifique au master informatique de l'UBO. On a de la chance. En informatique, hein, le contexte économique fait qu'il y a un grand besoin en fait, de diplômés à Bac+5. Voilà, donc, les étudiants n'ont pas de mal à trouver un emploi. Mais alors il y avait c'est Insersup ou Inserpro qui fait des études sur l'insertion professionnelle des étudiants tous les ans. Et sur la promo 2021, le master en informatique de l'UBO a été classé premier sur l'insertion professionnelle parmi tous les masters en informatique de France. Alors on obtient ces résultats notamment parce que il y a beaucoup de contacts en fait avec le milieu industriel, avec les entreprises et un grand nombre d'étudiants aussi qui font leur master en alternance. Ce qui aide forcément au recrutement ensuite, à la sortie du master. Pour les autres étudiants, bien sûr, il y a d'autres possibilités. Hein. Il est tout à fait possible de candidater sur des masters informatiques hors de l'UBO, en France ou à l'étranger, ou de poursuivre en école d'ingénieur. Pour candidater en master, en fait, il y a un protocole, une plateforme qui est un petit peu l'équivalent de Parcoursup, mais pour les masters, sur laquelle les étudiants candidatent pendant leur 3e année, pour voilà, candidater, choisir le master de leur choix, dans lequel ils préfèrent continuer. Et puis sinon, il y a ce qu'on appelle l'admission sur titre ou sur dossier, ou la voie universitaire pour entrer en école d'ingénieur après une licence. Donc par exemple, l'année dernière, on a des étudiants, enfin j'ai en tête aussi un étudiant de l'année précédente, des étudiants qui ont continué dans des écoles d'ingénieurs du groupe IMT, également à l'ENSIMAG, à l'INSA aussi, on a un certain nombre à l'INSA, au niveau du groupe INSA, et également donc, dans des universités ou écoles d'ingénieurs parisiennes. À l'issue d'un master informatique, les postes occupés par les étudiants, donc c'est des postes de niveau Bac+5, hein, donc cadre, majoritairement dans l'ingénierie du logiciel, et je vous propose ici en fait un certain nombre de métiers cibles, donc issus en fait des postes sur lesquels sont actuellement nos étudiants, hein, les étudiants diplômés des années précédentes. Alors ça n'a pas vocation à être exhaustif, hein, mais c'est simplement voilà, pour que vous puissiez avoir une idée du type de métier sur lesquels les étudiants
peuvent être recrutés. Donc il s'agit de métier d'ingénieur, puisque même si à l'issue d'un master, les étudiants n'obtiennent pas le titre d'ingénieur, c'est pour ça qu'il faut sortir d'une école d'ingénieur, la dénomination du poste, c'est un poste ingénieur logiciel, par exemple, ingénieur DevOps. Donc voilà, essentiellement des postes d'ingénieurs, des postes sinon plutôt dans le développement ou de consultants, ou ensuite on peut avoir des postes pour des étudiants qui souhaitent plus s'orienter vers la gestion de projet, la partie éventuellement management. Alors évidemment, on ne sort pas chef de projet dès qu'on est diplômé, mais on peut commencer par assistant chef de projet ou responsable de petites applications, et ensuite continuer donc dans cette voie plutôt de chefferie de projet. Voilà. Il y a essentiellement une voie qui va être plus technique et une voie plus dans la chefferie de projet. Voilà, ceci termine ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les métiers ou le parcours en général. C'est très complet. Donc, on voit encore à travers votre présentation une possibilité d'évoluer en interne à l'UBO vers des fonctions d'ingénieur en intégrant cette licence-là. Il y a une question qu'on n'a pas abordée tout à vous aviez une question, pardon. C'est par rapport à la première année, est-ce qu'il y a une certaine parenthèse au niveau de l'informatique par rapport ou tout est quasiment tout alors, vous n'avez non, au premier semestre de la première année, l'enseignement repart des bases de l'informatique. Vous n'avez pas besoin, par exemple, d'avoir suivi la spécialité NSI ou autre. Alors bien sûr, si vous l'avez suivi, ça va vous aider. Vous avez déjà des acquis et il va y avoir beaucoup de redites, notamment sur le premier semestre, mais ce n'est pas requis. Je peux me permettre juste une précision justement sur le parcours EASY. Moi, je suis responsable des études à la faculté des sciences. En fait, je suis assesseur de formation, donc je m'occupe des licences et je m'occupe aussi de l'organisation de Parcoursup, en fait, des commissions. J'ai accès aux statistiques de Parcoursup sur le portail EASY, sur les gens qui ont fait un terminal général, les étudiants qui ont fait une terminale générale et qui sont venus dans le parcours EASY, 30% ont comme doublette maths, physique, chimie. 22% maths, LSI et 6% maths, SI. Donc ce n'est pas, comme disait Marianne, obligé d'avoir fait NSI ou SI au lycée pour rentrer dans ce terminal. La majorité des étudiants n'ont pas fait NSI ou SI. Voilà, c'est une précision supplémentaire et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont dire j'ai pas fait NSI, je ne vais pas aller là-dedans, mais on a fait maths, physique, chimie, et en fait, peut-être NSI en première et dans le cas d'avoir abandonné, mais pas systématiquement en terminale pour intégrer le portail ici. En revanche, il faut vraiment être intéressé par la matière. C'est plus ça qui fera la différence. Oui. Et par rapport au parcours international, c'est quel niveau d'anglais vous attendez Alors, je dirais qu'il n'y a... ça ne va pas être l'élément bloquant en fait dans un dossier. L'élément principal, là quand il y a la sélection des dossiers courants, enfin en ce moment en fait, au mois de mars de la première année, c'est essentiellement le niveau général, académique, et le niveau en informatique. Un étudiant qui a un bon niveau en informatique, même si son anglais est un petit peu moyen, il devrait pouvoir réussir à s'adapter et à compenser, alors qu'un étudiant qui est excellent en anglais, mais qui a des difficultés en informatique ou un niveau trop juste en informatique, ne va pas réussir à faire face aux difficultés. Quand on part aussi, il y a un aspect qui est que quand on part suivre des cours dans une université partenaire, il y a toujours en fait des prérequis que l'étudiant n'a pas. Ici, quand un étudiant suit les 3 années à l'UBO, la première année donne les prérequis pour la deuxième année, qui donne les prérequis pour la troisième année. Donc il n'y a pas de problème pour suivre les différents cours. Quand on arrive dans une université en troisième année et qu'on n'a pas suivi les cours de la deuxième année, il y a toujours, même si on essaye de choisir des cours qui sont le mieux adaptés,
il y a toujours une petite partie que l'étudiant doit compenser par du travail personnel. Donc c'est pour ça que voilà, il faut que l'étudiant soit suffisamment à l'aise déjà ici dans ses études à l'UBO avant de... Est-ce qu'on a des questions sur le chat, Margot? Oui. Et est-ce que, comme est-ce qu'on a dans les journées, il y a des langues plus pour la journée pour plus travail personnel? Ici, quand vous êtes à l'UBO? Non, pour travailler ici. Genre pour les emplois du temps. Les emplois sont similaires quasiment. Oui. En première année, il n'y a plus de PRC, il y a des autres en plus, mais une première année de IVI, une première année de licence de maths, de maths classique, donne à peu près le même volume horaire. Voilà, il y a entre 22 et 25 heures par semaine de cours TD-TP sur les 3 années de licence. Après, il y a aussi des périodes, donc en informatique, les travaux pratiques sont très importants, et il y a des projets aussi. Et on peut passer de nombreuses heures sur les projets. Ça peut être très, très consommateur. Voilà, donc il y a un certain nombre d'heures de travail personnel à rajouter. Après, les emplois du temps, c'est vrai que les promotions sont importantes. Donc on essaye de faire en sorte que les étudiants n'aient pas trop de trous en milieu de journée, mais voilà, ça peut arriver. Il y a une question qu'on n'a pas abordée tout à l'heure par rapport à PMRC ou la double licence maths et physique. C'est justement un étudiant qui souhaiterait envisager une mobilité internationale. Est-ce que c'est envisageable? Peut-être moins en PMRC? Non, c'est possible. Hein. Il peut partir en L2 ou en L3 avec une mobilité internationale avec Erasmus. Et après, au vu de ses résultats, on reprendra l'année suivante en PMRC s'il est parti en L2. Mais ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit. C'est pas souvent, mais une étudiante qui avait fait son L3, je pense, en Erasmus à Iași, en Roumanie. Donc ça... Et on trouve des équivalents dans les universités européennes ou en Amérique du Nord, par exemple, à PMRC, au parcours PMRC? Non, mais ça, c'est le... En fait, pour composer on a tous un responsable, enfin, je pense en physique aussi, donc on a un responsable relations internationales. Donc, ici, c'est d'ailleurs Eric Hugo qui est venu parler tout à l'heure, donc il va regarder avec l'étudiant quels sont les cours qu'il doit prendre à l'étranger pour que ça soit équivalent à un L2 ou un L3. D'accord. Il n'y aura pas le surplus-col et tout ça. Non, ça non. Mais c'est pas... Si l'étudiant a envie vraiment de partir, il peut partir. Après, souvent, ils le font plutôt quand ils sont en école d'ingénieur, puisque quand ils sont en école d'ingénieur, il y a une mobilité internationale qui est obligatoire. Si je peux me permettre. Oui, vas-y. Je pense que les parcours sélectifs en maths et en physique ne sont pas les plus adaptés pour la mobilité internationale, étant donné que voilà, ceux qui vont en PMRC, c'est pour avoir un parcours justement qui est offert que ici et qui n'est pas offert ailleurs. Et notamment pour préparer les concours, donc, sachant qu'à l'étranger, il n'y a pas d'école d'ingénieur, il n'y a pas de concours de ce type-là, donc il n'y aura pas l'équivalent. Et en double licence, pareil, le programme est déjà chargé, donc, mais cela dit, cette année, il y a un étudiant de L2 double licence qui est à Dublin en Erasmus. Donc c'est rare, mais ça peut arriver. Donc là, pareil, avec lui, j'ai vu pour faire un programme équivalent à ce qui serait fait en deuxième année de double licence ici, il fait à peu près l'équivalent à Dublin. Mais, donc c'est possible. Ça se travaille bien en amont, oui, ça se prépare ça bien en doit amont. bien se préparer. Ouais. Oui. Plusieurs mois à l'avance. Oui, complètement. Vous voulez rajouter, tu veux rajouter quelque chose? Après, indépendamment du parcours international informatique, dans n'importe quel autre parcours classique, une licence de maths classique, une licence de biologie, une licence de chimie, une licence autre, classique,
électronique, on peut partir aussi en mobilité un semestre ou une année. Ça, c'est tout à fait possible dans chacune des filières de licence classique de la fac des sciences. Disons que, enfin, je ne sais pas pour le PMRC, mais moi, je ne fais pas forcément la promotion des séjours à l'étranger dans la double licence. C'est déjà assez costaud. Donc, Les choses ont problème, moi non plus. Je fais pareil. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ou sur le chat? Alors, je vous propose, en complément de ce qui vient de vous être dit, de vous apporter des petites précisions sur la vie universitaire, sachant que les étudiants, quand vous êtes étudiant à l'UBO, vous avez un certain nombre de prestations, de services qui sont offerts. Vous avez, lorsque vous êtes notamment étudiant boursier, vous avez des chambres en CTU qui sont accessibles. Alors, vous avez des chambres qui sont équipées avec lit, bureau, frigo, salle de bain, qui sont pour un montant de 220 €, je crois, ou alors il peut y avoir des petits studios aussi qui sont aux alentours de 320 €. Donc les demandes se font au Crous, via le site du Crous de Rennes. Vous avez des restaurants universitaires qui permettent alors aux étudiants boursiers de manger pour 1 €, et sinon pour les autres étudiants, les repas sont à 3,30 €. Donc vous avez un service des sports qui s'appelle le SUAPS, sur lequel vous avez, je crois que c'est une trentaine d'activités sportives qui sont proposées aux étudiants gratuitement, sauf quelques activités sportives telles que la voile par exemple, qui sont aux alentours d'une trentaine d'euros par an. Donc c'est vraiment très intéressant pour les étudiants parce qu'il y a tout un campus sportif qui permet d'avoir des infrastructures sportives directement sur le campus. Donc c'est aussi important en tant que futur étudiant d'avoir cet aspect-là en tête. Même si on est sur des parcours qui demandent qui demandent du temps et de l'investissement, il y a quand même cette possibilité de pratiquer des activités sportives. On a un service socio-culturel qui permet aux étudiants d'avoir des accès à des spectacles à des tarifs extrêmement préférentiels. Et puis, on a tout un service de médecine à l'université qui propose aux étudiants qui en ont besoin des rendez-vous avec des médecins généralistes, des rendez-vous avec des psychologues ou des psychiatres, des rendez-vous, je crois, avec des gynécologues. Donc, à la faculté dentaire, les étudiants peuvent être soignés gratuitement à la faculté dentaire de Brest, qui se situe au centre-ville. Donc, tout le campus de l'UBO, en fait, offre tout un tas de services destinés à faciliter la vie des étudiants pour aller dans le sens de la réussite maximale de leurs études. En fait, tout est mis à disposition des étudiants pour, sur place, avoir le maximum de services. Donc, il me semblait important. Et puis, bien évidemment, il y a le service d'orientation dont je vous ai parlé en début de présentation, le service Cap Avenir, qui est là pour accompagner, bien évidemment, en complément de ce que font les enseignants sur tout ce qui est le travail d'orientation au cours du cursus étudiant. Voilà. Il y a également pour les étudiants qui sont en situation spécifique, c'est-à-dire les sportifs de haut niveau ou pour les étudiants en situation de handicap, il y a des accompagnements spécifiques, des aménagements spécifiques qui peuvent être faits. Alors, c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau et qu'on veut aller sur des parcours type PMRC ou double licence, c'est souvent très compliqué, ça va pas être possible. En revanche, pour les étudiants qui sont en situation de handicap, il peut y avoir des aménagements, des accompagnements. Il y a un service dédié au sein de l'université. Donc voilà. Je module un petit peu parce que j'ai eu un étudiant en
double licence qui était sportif de haut niveau en voile. Alors, il a levé le pied en 3e année, mais par contre, sur les 2 premières années, il avait son statut, mais il s'est très bien organisé. Oui. Merci pour cette précision. Donc voilà. Et puis, je ne sais pas si par rapport à ce que j'ai pu dire, Margot, tu veux ajouter quelque chose? À côté de cela, je voulais vous... On sait que dans la vie étudiante, les associations étudiantes aussi jouent un rôle, peuvent jouer un rôle important. Est-ce qu'il y a des associations étudiantes dans les différentes filières que vous représentez et quel rôle peuvent-elles jouer? Alors, non, pas en ce moment. En ce moment, justement, les associations d'étudiants en physique et en maths ne sont pas très actives. Elles l'ont été, L'an dernier. jusqu'à l'an dernier, ouais. Maintenant, il y a un petit creux. Ça peut reprendre, après, ça dépend de la volonté de certains étudiants. Donc là, en tout cas, cette année, je ne peux pas me prononcer par rapport à ça. Ouais, non, l'association n'a pas été créée. Elle s'appelait Galilée, donc c'est une association de mathématiques et physique, et qui donc fournissait aussi toutes les annales d'examen. Puis faisait bien sûr des soirées, des quiz avec les professeurs, c'est vrai. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette année, il n'y en a pas. D'accord. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas une l'année prochaine. Hein. Il suffit de trouver les gens qui vont s'en occuper. En informatique, il y a une association qui s'appelle Obi-Wan, et qui est très active. Donc là, depuis quelques années, ils font imprimer des suites. Ils choisissent voilà, un dessin entre eux et puis ils font imprimer un suite aux couleurs de leur formation. Sinon, bien sûr, ils vont pouvoir proposer des annales. Je sais qu'ils font aussi du tutorat pour des étudiants qui ont des difficultés. Ils remettent également, ils réparent en fait des vieux ordinateurs, enfin des ordinateurs en tout cas qui ont des dysfonctionnements, pour pouvoir là aussi les mettre à disposition pour des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un PC tout neuf. Et puis ils sont aussi toujours en collaboration avec le département informatique, cheville ouvrière dans l'organisation et la participation à différents événements comme la nuit de l'info ou des concours de codage, voilà, où ils s'affrontent entre équipes. D'ailleurs, là, il y a une équipe qui avait gagné dernièrement, à l'automne. Voilà, et donc ils s'occupent comme ça donc, de mettre les étudiants en relation et de faire des équipes qui vont réunir des étudiants de différents niveaux, en fait. Voilà. Différents projets. Donc on sent, à travers ce que vous nous avez présenté, on sent le rôle prépondérant des enseignants dans l'accompagnement. On voit qu'avec les petits effectifs, il peut y avoir des accompagnements bien poussés. Et on voit aussi que l'émulation entre les étudiants et l'aide que les étudiants peuvent se fournir entre eux favorise clairement la réussite des parcours et des études. Est-ce que vous voyez des choses à rajouter par rapport à ce que vous avez pu présenter? Je pense que vous avez été pas mal complet. Pas directement. D'accord. S'il n'y a pas de questions. Eh bien, il nous reste à vous remercier d'avoir participé à cette conférence. On n'a pas d'autres questions sur le chat. Donc, merci à vous pour cette présentation. Et puis, elle sera disponible en replay sur le site de Cap Avenir. Vous tapez Cap Avenir UBO et vous tombez sur le site de Cap Avenir sur lequel vous trouvez cette conférence en replay ainsi que les autres conférences qui ont été organisées. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bonne réussite dans vos parcours d'orientation.